Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi dans cette belle salle de l'UGC. On remercie encore grandement les équipes de l'UGC de nous avoir accueillis cet après-midi. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'Olivia Gesbert. Elle est journaliste et productrice à France Culture et vous pouvez la retrouver dans l'émission Bienvenue au Club. Alors aujourd'hui, elle va parler... Merci. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'écologie et des séries. Donc, que peuvent les séries pour l'écologie ? Et Olivia sera en discussion avec l'auteur, réalisateur, poète et militant écologiste Cyril Dion. Vous le connaissez sans doute au cinéma pour le film Demain qu'il a co-réalisé avec Mélanie Laurent. C'est un film qui a été diffusé avec un grand succès dans une trentaine de pays et qui a fait naître beaucoup d'initiatives citoyennes. Alors, je vous demande d'applaudir Cyril Dion, s'il vous plaît. On peut faire debout, hein, aussi. Non, mais j'enlève mon manteau. Non, mais voilà, bon, on peut faire l'entretien debout. Tu veux pas enlever Est-ce que ton ça manteau, marche ? toi ? Oui, je vais l'enlever, mais pendant que... Ouais, On se met à l'aise, quoi. on se met à l'aise. Mais alors, je mets le micro comme ça, un truc comme ça. Ouais, C'est pas très efficace. Oui. partez pas. Vous allez bien ? Non, j'aimerais bien qu'on commence par la présentation qui vient d'être faite, parce qu'on avait écrivain, poète, réalisateur, documentariste. Je crois qu'on a oublié militant écologiste aussi. Et elle était parfaite, Pauline, dans ce qu'elle a dit. Mais elle a oublié quelque chose, c'est qu'en fait, la liste est en train de se rallonger. Et bientôt, il va falloir dire showrunner aussi. On est dans le temple des séries, donc on peut peut-être commencer par ça. Eh oui, on a annoncé tout à l'heure que maintenant je vais faire une série. Enfin, c'est une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle We Could Be Heroes, en référence à une chanson que vous connaissez peut-être de David Bowie, et qui est une série d'anticipation en 6 épisodes dont le sous-titre est « Le jour de la Révolution, de quel côté serez-vous » C'est toute une promesse. Est-ce que vous avez la réponse ? La question est justement et c'est ce que permettent les séries, et c'est ça qui est super, hein, c'est de proposer. Mais chacun choisira. Mais vous savez de quel côté vous serez ? Non, je sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'explorer. Par l'écriture donc de ce scénario avec des auteurs. Voilà, Cyril Dion, bientôt showrunner d'une nouvelle série. C'est avec France Télévisions et ce sera à voir en 2025. 2020 quelque chose. On est optimiste pour l'instant. Et c'est parfait parce qu'on va justement se demander ensemble aujourd'hui comment les séries peuvent changer le monde, comment elles peuvent nous aider peut-être simplement à changer de regard. Cyril Dion, vous le savez, il travaille beaucoup sur les questions de récits, l'importance des récits et des contre-récits, comment en créer, comment en écrire, mais aussi sur les imaginaires, comment changer nos imaginaires, parce que ça passe beaucoup par cela, en plus des actions individuelles, collectives, pratiques, concrètes qu'on pourrait faire pour éviter de courir à la catastrophe. Et la catastrophe, vous allez voir, bon nombre de séries nous la promettent, et c'est ce qu'on va envisager ensemble aujourd'hui avec quelques extraits. Je vous propose qu'on commence tout de suite cette discussion avec une mini-série produite par la chaîne américaine HBO et la chaîne britannique Sky, qui a été diffusée il y a 2 ans sur M6. Elle décrypte heure par heure la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. C'était le 26 avril 1986. La gestion de cette crise par les officiels, mais aussi par les scientifiques. Et puis surtout les conséquences de cette crise. Alors on est plus de 35 ans après et on va en reparler, Cyril Dion, que le danger est encore présent, que cette terre reste dévastée. Et on va essayer de comprendre si on sait peut-être poser les bonnes questions à ce moment-là et si on en a tiré les leçons aujourd'hui. Premier extrait. Since the unfortunate release of information directly following the accident, we believe that there has been no further lapse. Comrade Charkov, we hope we have lived up to the highest standards of the KGB. You have. Thank you. Professor Legasov will now speak about the work that remains. Thank you. Deputy Chairman Shabina has given you the good news, and it is good. The immediate danger is over. Now I'm afraid a long war must begin.
There is an enormous amount of radioactive debris and contamination spread out across a zone of approximately 2,600 square kilometers. This entire region must be completely evacuated. We must go to every town, every village to ensure this. All animals still surviving within the zone, whether domesticated or wild, must be presumed contaminated and will have to be destroyed to prevent the spread of radiation and disease. What amount of time? And how many men do you require? We expect this liquidation effort to take 3 years and approximately 750,000 men, including a number of doctors and structural engineers. How many deaths? Thousands, perhaps tens of thousands. Commencer au plus vite et c'est pas terminé. Sur le moment, est-ce qu'on a saisi l'ampleur de la catastrophe et ce qu'elle signifiait aussi? Est-ce que la série nous dit ça, nous raconte ça pour vous, qui l'avez vu, Cyril Dion? Ouais, alors c'est une des rares séries dont on va voir les extraits que j'ai vus en entier. Ce qui est extraordinairement puissant dans la série, c'est l'incarnation, en fait. Puisque, alors nous, en plus, moi, la catastrophe de Tchernobyl, j'avais 8 ans, donc on a vu ça très loin. Là, on est vraiment au plus près et on est dans un des moments que je préfère dans l'extrait, c'est quand il enlève ses lunettes et qu'il se frotte et qu'on sent toute l'espèce de détresse, d'énervement, de tiraillement qu'il y a à l'intérieur de lui. Et quand on voit à la fois la conséquence de l'accident nucléaire lui-même, mais tout ce que ça mobilise, là il parle de 750 000 hommes, il parle de raser des forêts, de retourner le sol sur lui-même, c'est juste ahurissant. Et on voit dans la série aussi la souffrance des gens. Enfin, on voit notamment les employés de la centrale et on voit leur peau qui se décolle. Enfin, tout d'un coup, ce qui peut être parfois minimisé par certains sur la catastrophe de Tchernobyl en disant ça n'a pas fait de mort directe à cause des radiations et en fait il y a eu des morts mais collatéraux à cause des évacuations et du chaos. Là, on est plongé au cœur même de l'événement et je pense que ça a une vertu, oui, qui est de rendre les choses tangibles. Et on a besoin de ça, nous, les humains. On a besoin que ça traverse notre sensibilité. Et la question de l'incarnation que vous avez tout de suite abordée et qui est très juste, parce que la figure de cette série, la figure de héros presque, hein, c'est un chimiste, un scientifique qui était en l'espèce le directeur de l'Institut de recherche sur l'énergie atomique. C'est un véritable lanceur d'alerte, on pourrait l'appeler comme ça aujourd'hui. Oui, absolument. Et il est... ce qui est aussi très intéressant dans la série, c'est qu'on voit toute l'omerta. C'est-à-dire que quand vous disiez... je sais pas, on se voit, on se tutoie? On se tutoie. Bon, on se tutoie en vrai, donc on va se tutoyer. Non, mais quand tu disais... quand tu disais, est-ce qu'on a pris conscience? Là aussi, on voit qu'il y a une sorte de chape de plomb, qu'il y a le KGB. Cet acteur est aussi assez extraordinaire, avec ses grosses lunettes et son visage complètement fermé. On voit que le personnage de Gorbatchev est un peu dépassé, qu'il regarde ça avec des yeux à moitié absents, et que la population elle-même ne devait pas du tout avoir conscience de ce qui se produisait, parce qu'il y a une forme de rétention d'informations qui, malheureusement, à une échelle bien moindre, évidemment, existe toujours un petit peu dans la filière nucléaire, par exemple, enfin, et dans beaucoup de filières industrielles. Et puis c'est la question aussi de la légitimité, de l'importance de la parole des scientifiques. À quel point on les écoute. Et aujourd'hui encore, cette question, elle ne cesse de traverser, on le voit avec les experts du GIEC aussi, nos débats, nos controverses. Quelle valeur donner à la parole des scientifiques? Quelle vérité nous délivrent-ils ou pas? Et c'est très important avec cette série de les remettre à leur place, hein, peut-être aussi dans ce débat public et dans cet aspect, dans cette position qui est nous alerter sur les menaces qui peuvent arriver éventuellement. On vit ça avec le changement climatique, on a vécu ça avec la pandémie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'entendre une forme de réalité scientifique qui est la plus objective possible. La grande difficulté qu'on a pour réagir face à des situations, c'est notre capacité à se mettre d'accord sur ce qui est en train de se produire. On voit bien, par exemple, avec le changement climatique, que pendant des années, des scientifiques nous ont alertés et que parallèlement à ça, des entreprises, pour ne pas les nommer, Total, Exxon, Shell, ont embauché d'autres scientifiques pour produire des rapports contradictoires, pour semer le doute sur la réalité du phénomène, pour dire on n'est pas sûr que le changement climatique existe vraiment,
Ensuite, on n'est pas sûr que, même s'il existe, le changement climatique soit d'origine anthropique, d'origine humaine. C'est sans doute des variations qu'on a toujours connues, c'est le soleil. Et pendant que ce doute subsiste, pendant que la parole scientifique est ou remise en question ou dispersée, c'est-à-dire en disant regardez, il y a un scientifique qui dit ça, mais il y a un scientifique qui dit ça, donc il n'y a pas plus de valeur à cette parole-là qu'à cette parole-là, on ne peut pas agir. Ce qui est en train de se produire, notamment face au changement climatique, et qui est particulièrement intéressant, c'est que des groupements comme le GIEC sont des tentatives de faire une sorte de revue de presse, d'une certaine manière, de toutes les études qui sont faites sur le phénomène, les études contradictoires comme les études qui disent oui, effectivement, c'est d'origine anthropique, et de faire émerger un consensus de ça. Et donc de nous permettre, nous qui ne sommes pas scientifiques, de nous appuyer sur un constat le plus objectif possible, au regard de ce que la science nous permet de savoir, et à partir de là, de prendre des décisions. Donc évidemment les responsables politiques, mais nous aussi, citoyennes et citoyens, on l'a vécu pendant le Covid, est-ce qu'il faut se faire vacciner, pas se faire vacciner, on nous enferme chez nous, est-ce qu'il faut le faire ou non? Là, pour le changement climatique, est-ce que ça veut dire qu'il faut transformer nos modes de vie dès maintenant? Et dans cette série-là, on voit bien que le personnage du scientifique est vraiment très isolé et qu'il essaye effectivement de faire tout ce qu'il peut pour diffuser l'information à tous les endroits où ça pourrait être utile pour que les gens réagissent, mais qu'il est terriblement seul. Oui, c'est l'avantage d'une série historique finalement, qui revient sur un événement passé, 35 ans après, et qui nous alerte aujourd'hui sur ce que pourraient être les conséquences d'une telle catastrophe, comment elle a pu se produire, comment faire pour qu'elle ne se reproduise pas ou plus. Il y a eu Fukushima après, et puis aujourd'hui il y a un nouveau nom dans l'actualité, c'est celui de Zaporizhia. C'est intéressant parce que vous qui travaillez sur les imaginaires, Tchernobyl a laissé une empreinte dans nos imaginaires. Et je trouve que Zaporizhia, en Ukraine, cette centrale qui est aujourd'hui menacée, en état d'alerte, parce que si l'électricité ne parvient plus, ça ne refroidira plus les réacteurs, qui est au cœur de ce conflit qui se joue entre la Russie et l'Ukraine. Zaporizhia, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça réveille comme petit canot dans nos cerveaux? Est-ce que ça vous rappelle, vous aussi, Tchernobyl? En tout cas, cette peur, ce risque? Oui, moi, ça me rappelle ce risque. Ça me rappelle tous les travaux de Jean-Pierre Dupuy, qui est un philosophe qui a énormément alerté sur le péril nucléaire et qui avait cette phrase célèbre, enfin, il est toujours vivant d'ailleurs, mais qui a eu cette phrase célèbre qui disait du changement climatique et du péril nucléaire, nous ne croyons pas ce que nous savons. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que c'est dangereux, on a beau savoir que quelque chose va arriver, on continue à faire comme si ça n'allait pas arriver, ça n'allait pas se produire. C'est un peu ce qu'on fait quand on continue à fumer alors qu'on sait que ça va nous donner le cancer. C'est que d'une certaine façon, on ne croit pas suffisamment que ça peut arriver pour changer nos comportements maintenant. Et Zaporizhia, pour moi, réveille quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité du monde. Il y a un grand débat aujourd'hui sur l'énergie nucléaire en disant qu'il y a une sorte de réhabilitation du nucléaire comme une énergie décarbonée qui est pilotable, contrairement aux énergies renouvelables qui sont intermittentes, et donc qui serait une réponse très puissante et indispensable à la question du réchauffement climatique. Mais on oublie un peu vite, même si effectivement c'est une énergie pilotable, décarbonée, peut-être qu'on en a besoin dans un mix énergétique, mais on oublie un peu vite que construire des réacteurs nucléaires un peu partout sur la planète pour pouvoir décarboner notre électricité, dans un monde qui va se tendre de plus en plus à cause du dérèglement climatique, c'est-à-dire un monde où il y aura de moins en moins d'eau, où il fera de plus en plus chaud, où il y aura de plus en plus de catastrophes climatiques qu'on ne peut pas prévoir, dans un monde qui pourrait connaître de plus en plus de conflits. On le voit là en Ukraine pour une raison qui n'est pas directement climatique, mais le jour où les États vont devoir se battre parce que des ressources naturelles vont être trop rares et donc on va se battre pour l'eau, qu'on va se battre pour des terres arables, le jour où des millions de réfugiés seront amenés peut-être à quitter leur territoire à cause du changement climatique et que d'autres États seront tentés peut-être de fermer leurs frontières, tout ça peut créer des conflits. Et donc, sur une planète truffée de réacteurs nucléaires, avec la dangerosité qu'on peut voir là dans la série, est-ce que c'est bien raisonnable? Et il me semble que la série pose cette question et que la situation en Ukraine aujourd'hui devrait
rallumer cette petite inquiétude en nous, qui devrait être une grande inquiétude. Mais c'est là où on voit aussi tout le côté, l'aspect soft power, à la fois des séries, mais on en a beaucoup parlé l'an passé avec la bande dessinée aussi de Christophe Blain et Jean Covici sur le nucléaire. On est vraiment tiraillé. Hein. D'un côté, on voit Tchernobyl, on se dit, oulala, on verra plus jamais une centrale de la même manière. Et puis après, on lit cette bande dessinée, puis on se dit finalement, c'est peut-être pas une énergie à jeter complètement. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc il y a une bataille culturelle aussi qui se joue autour de ces questions scientifiques, économiques, énergétiques et puis climatiques. Hein. Mais pour le coup, je trouve que c'est intéressant, et particulièrement dans le cadre d'œuvres d'art, parce que Tchernobyl est vraiment une œuvre d'art. C'est une série, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à le regarder. C'est vraiment magistral, même en termes de mise en scène, d'interprétation. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à nous poser des questions, voilà, pas que ça nous donne des réponses. Mmh. Et en l'occurrence, la réponse sur la question nucléaire n'est pas manichéenne, elle n'est pas blanche ou noire. Mais il faut qu'on puisse se poser les bonnes questions. On va continuer et se demander pourquoi, au fond, et vous venez de l'évoquer, Cyril Dion, pourquoi on est incapable d'anticiper notre survie. On sait qu'on va droit dans le mur et pourtant on n'arrive pas à appliquer et à mettre en œuvre toutes les solutions qu'il faudrait activer pour s'assurer un avenir meilleur ou voir un avenir tout court. C'est aussi la question qui a été posée par la série Apagone, qui est une série espagnole présentée dans la section Panorama cette année, à Sérimania, ici à Lille, qui a été réalisée en partie par Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur de Asbestas. C'est une série qui raconte en gros l'histoire d'une tempête solaire qui va s'abattre sur la Terre, frapper la Terre et provoquer notamment une vaste panne d'électricité, une panne géante et générale. Comment vivre alors qu'on n'y est pas du tout habitué dans un monde sans électricité et puis du coup privé de toutes les technologies que l'électricité peut nourrir? Eh ben, on regarde tout de suite un premier extrait, il y en aura deux, vous verrez. Tout d'abord, ce moment où les pouvoirs publics madrilènes, on est à Madrid, tentent de s'organiser pour essayer de gérer les conséquences de la tempête. Vamos. La ayuda humanitaria internacional la quiero controlada. Se queda toda aquí. Montamos paquetes. Comida, agua. Sí, mucha agua. ¿Y medicamentos? Medicamentos. Ernesto, ¿qué hacemos con el accidente? El accidente tenemos que dejarlo. Es así. Te quiero en esto. ¿Cómo van los petroleros? Nos estaban trayendo. Sigue encima. Confirmado. Presencia militar en el Prado. Les he dicho que refuercen. Bien. Espera, no cuelgues. Espera. Que salgan inmediatamente a la calle. Pero estaban avisados ya, ¿no? Entiendo que sí, pero vete tú a saber. Que se preparen para cualquier cosa. Hostia, las cárceles. Iñaki. Iñaki. Dime. ¿Qué haces? No lo sé. Ya he dicho que eso no es importante ahora. Vale, perdón. Necesitamos toda la información para mandarla a instituciones penitenciarias. De acuerdo, estoy. A las cárceles, toda la información. ¿Lo hago a mano? Y lo fotocopias. De acuerdo. Ya está. No consigo contactar con los puertos. Está todo colapsado. ¿Mensajería? Va a ser la única manera de comunicarse. Muy bien pensado. Ahora lo vemos. Pero primero los folletos con las medidas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un reparto prioritario. Hospitales, policías, servicios de emergencia, residencias. Voilà, un gros oups, ça y est, l'électricité est coupée. Oups. Est-ce que vous imaginez dans vos vies ce qui se passerait si tout à coup il y avait une panne générale d'électricité et aucune certitude de la retrouver? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça, tout ce que ça changerait dans votre vie? C'est des situations dans lesquelles auxquelles on est parfois confronté. Quand il y a une coupure d'électricité qui Oui, mais ça dure 5 plusieurs minutes. heures. Non, parfois ça dure plusieurs heures. On voit des gens allumer des bougies et là, on reprend conscience de l'immense dépendance énergétique qu'on a créée, de la fragilité aussi du système dans lequel on vit. Là, ils sont confrontés à un problème de communication. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il faudrait dispatcher tous les ordres. Et comment on fait, tout d'un coup? Quand il n'y a plus de téléphone, quand il n'y a plus d'email, il faut envoyer des coursiers, il faut envoyer des tracts. Et on est extraordinairement démunis. Et cette fragilité-là, on a tendance là aussi à la minimiser considérablement. Et pourtant, la trajectoire du monde telle qu'elle est en train de se dessiner pourrait nous conduire à des situations où on vit ça. Mais au fond, est-ce qu'on est à ce point pas préparé à affronter des crises comme celle-ci, des crises d'une telle ampleur? Ça veut dire nous, les citoyens, les habitants de ces villes et de ces pays, mais aussi les administrations, les gouvernements.
Mais non, on n'est pas du tout préparé. On est des réseaux extraordinairement centralisés. On a une sorte de chaîne de commandement aujourd'hui qui a organisé par silo tout un tas de choses. Là, on voit bien en ce moment avec la situation à quel point, par exemple, ne pas ramasser les ordures pendant quelques jours crée des monceaux dans les rues, crée des problèmes potentiellement sanitaires, il y a des rats. Tant que c'est bien huilé et tant que ça tourne, tout va bien. Dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ça commence à devenir très compliqué. Là, par exemple, comment est-ce que vous conservez votre nourriture ? On ne sait pas. Ça, le Liban l'a connu récemment, même depuis quelques mois. Dans ce deuxième extrait, on va voir la galère à laquelle est confrontée la directrice d'un hôpital. Elle doit faire face, elle doit essayer de faire fonctionner son hôpital pour soigner, pour sauver des vies. Et elle manque à ce moment-là, elle manque absolument de tout, pas que d'électricité, mais toute la chaîne après s'amplifie, notamment de médicaments et de quoi traiter ses patients. Deuxième extrait d'Apagone. Buenas tardes, señor secretario. Bueno, antes de nada, ya sé lo que me vas a decir, así que para el carro, ¿vale? No sois solo vosotros. Tenemos que abastecer a todos los hospitales del país. Bueno, aquí un día de retraso supone cerrar el hospital. Se está haciendo todo lo posible. La situación es la que es para todos. La gente se está muriendo de apendicitis. Yo estoy al tanto de la situación. Esta semana han cerrado 2 hospitales solo en la comunidad. Los médicos se van, las medicinas se acaban, los putos saqueos... ¡Que me da igual! Usted ha venido aquí a dar soluciones, ¿sí o no? Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos. Así que deme alguna garantía. La situación es la que es, ¿vale? Entonces, ahora toca dar el do de pecho. Toca arrimar el hombro. Un último esfuerzo. Os pido solo un último esfuerzo. Yo tampoco sé nada, Eva. Llevo una semana sin hablar con los superiores. Con sanidad, ¿cómo nos reunimos? Es imposible. No se sabe al menos cuándo va a volver la luz, ¿no? ¿No? Semanas. Eva, nadie sabe. ¿Cómo que nadie sabe? No lo sabe nadie. Las primeras reuniones se hablaba de meses. ¿Cómo que meses? Imagínate. Dicen que la ayuda internacional tiene que llegar. Que el apagón no afecta a todo el planeta. Pero no sé cuándo. Eva, no sé cuándo. Lo siento, pero no te puedo decir otra cosa. Ni puedo hacer otra cosa. Lo siento. Si vas a hacer otra cosa, ven conmigo. Voilà pour ce deuxième extrait de cette série espagnole. Finalement, en regardant cet extrait, on se dit, au fond, est-ce que les séries ne nous apprennent pas aussi à accepter de dire « je ne sais pas » ou « on ne sait pas ». On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est ce que n'importe quelle œuvre d'art devrait... on devrait être confronté à ça à chaque fois qu'une œuvre est très puissante, à une forme de désarroi et d'humilité. Moi, ce que j'adore dans cet extrait, que je trouve incroyablement réussi sur le plan dramaturgique, c'est qu'il montre la bascule entre le moment où donc, cette femme s'adresse à l'institution, c'est-à-dire qu'elle lui dit « vous devriez faire quelque chose, vous devriez être là », d'une certaine manière, comme si les choses continuaient à fonctionner normalement. Elle lui demande des comptes et elle lui demande de réagir en fonction de sa fonction, justement. Jusqu'au moment où la bascule se fait, quand il l'appelle par son prénom, qu'il enlève ses lunettes, qu'il arrête d'être la fonction et qu'il redevient la personne, et qui lui dit « mais en fait, je suis aussi paumé que toi, j'en sais rien, je ne sais pas ». Et là, il y a quelque chose qui tombe en elle, qui prend la mesure de la situation, parce qu'elle n'est plus face à une institution, elle est face à un humain comme elle qui est paumé, qui n'a pas d'infos, qui ne peut pas lui apporter de solution. Et pour moi, c'est ça que les fictions peuvent vraiment faire. C'est nous aider à vivre
des situations que nous ne vivrions peut-être pas dans notre vie de tous les jours, en nous identifiant à des personnages avec le plus de sincérité possible. Et dans cette situation-là, on voit bien à quel point on serait démunis nous-mêmes. On est obligé de le voir. À faire tomber les masques, en mettant à nu aussi notre propre vulnérabilité face à ces crises. Et puis évidemment, cette séquence, elle n'est pas sans rappeler une autre crise qu'on a connue, tous, la planète entière, qui est la crise sanitaire et la pandémie de Covid qui a eu lieu et qui nous a... alors là, c'est le réel qui rattrape la fiction, pour le coup, qui a rattrapé la fiction. Elle a été tant et tant de fois annoncée par diverses œuvres, cette crise qu'on a vécue, mais qui nous a quand même sidérés, qui nous a quand même laissé sans voix et sans réponse, face au degré d'impréparation, par exemple, du gouvernement, des hôpitaux. Il n'y avait pas de masque, là, elle le dit, elle cherche des gants, sur des choses vraiment toutes simples, en fait. C'était stupéfiant. Enfin, moi, je me suis souvenu très récemment de ce que c'était. Enfin, j'y ai repensé. Et je me suis dit, quand même, on passait notre temps à remplir un papier pour s'autoriser nous-mêmes à sortir 1 heure dans la rue. Et si on faisait plus d'1 kilomètre en dehors de chez nous, il y avait quelqu'un qui venait dire « Ah, c'est 135 € parce que tu as fait plus d'1 kilomètre ». Et il y a quelque chose de fou furieux, quand même. Et donc, ce qui est intéressant dans les fictions, c'est est-ce qu'elles peuvent nous permettre à la fois d'anticiper un certain nombre de situations et d'anticiper la façon dont nous pourrions réagir à ces situations. C'est Alain Damasio qui dit ça, qui dit les fictions peuvent servir, en tout cas, à pré-scénariser des comportements. C'est-à-dire que si dans des fictions, vous voyez des gens réagir d'une certaine façon à une certaine situation, le jour où vous vous êtes confronté à la même situation, peut-être que vous serez tenté de réagir de la même façon. Ça nous donne une responsabilité considérable quand on raconte des histoires. Si on montre uniquement, et on en parlera par rapport aux autres extraits, des situations catastrophiques avec des gens qui s'entretuent, qui sont animés par des pulsions violentes, de conflits, si on montre d'une certaine manière un horizon qui est sans cesse bouché, sans cesse dystopique, il y a une forme de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on se dit le futur va être comme ça et les gens vont réagir comme ça. C'est ça qui a fini par nous mettre dans la tête que le futur ça va être Mad Max et les gens vont s'entretuer pour du pétrole, de l'eau, et il va falloir devenir survivaliste. C'est l'imaginaire, par exemple, que les Américains ont développé. Si on est capable de créer des fictions où on voit des gens, et a priori, j'ai pas vu cette série, mais il me semble qu'il y a cette dimension-là, où les gens coopèrent, s'entraident, trouvent des solutions, peut-être que ça peut nous aider le jour où ça nous arrivera. Dans le rapport du GIEC qu'on a évoqué ou dans la série, on va poursuivre avec une autre série qui nous alerte, mais cette fois c'est sur l'état de la banquise. Elle s'intitule Thin Ice, Enfer blanc en français ou en France, parce qu'elle a été diffusée sous ce titre-là chez nous. Ce polar nordique a été diffusé par France Télévisions il y a 3 ans. Alors, pour vous situer un peu la scène qu'on va voir, il y a en gros des ministres des Affaires étrangères qui sont tous membres d'un conseil de l'Arctique. Et ils discutent ensemble à ce moment-là d'un nouveau traité qui porte sur la question des forages pétroliers dans l'Arctique, essayer de les freiner ou continuer, et à quel rythme. Et il y a au même moment un navire de recherche qui est attaqué. On est au large du Groenland. Et l'équipage de ce navire était vraiment en train de demander aux responsables gouvernementaux de prendre des actions très concrètes contre le changement climatique. Voilà, dans la scène qui va suivre, on est dans un avion ou un hélicoptère, je ne sais plus, un hélicoptère, peut-être un petit avion. Et justement, il est question de ce traité, de savoir, entre les puissances en présence, il y a cette négociation qui se joue, vous allez voir. Oh, it's so beautiful here. It's really, isn't it beautiful? It's nice. Get your seatbelt on. Landscape, huh? Yes, but it's a vanishing beauty. You know, at this time of year, about 40 years ago, all these inlets would be frozen. Still a climatologist at heart.
Of course. And now you've gone into politics to put what you've researched into action. I went into politics to make people like you put my research into action. Oil is backbone of Russian economy, you know. Yeah, I know. Once, slave trade used to be the backbone of Western economies. Would you consider changing the wording of the treaty a bit? How? The treaty proposes to prohibit any further oil drilling in the Arctic. We have already discovered most of oil reservoirs in Russia. So how about changing the wording to prohibit any further drilling of reservoirs discovered in the future? But Mr. Lissov, if we put in the treaty undiscovered oil, that would be like allowing the oil industry to burn our planet. Politically, it would mean a lot for you to get Russia on board. You know, I'm a climatologist at heart, remember? Not a politician. On aime bien les petits rires de fin. Alors là, on n'est pas dans l'ordre de la dystopie, ni de la série ou du catastrophisme. On n'est pas dans cette Maintenant, là, on a va la l'impression retrouver d'être dans une COP, là. Ouais, on est dans une COP. La combientième? Ouais, on ne sait pas, hein, on ne sait plus. Et c'est toute la question de ces accords, de ces traités qu'on essaye de trouver, de rédiger. Et quand un accord est trouvé, faut-il encore qu'il soit appliqué? Ce sentiment d'impuissance, hein, parfois, qui doit aussi pouvoir rattraper des croyants de la cause comme vous, non, Cyril Dion? Et moi, quand je vois ça, ça me confronte au degré de réalité différent à partir duquel parlent les personnages. Ça me rappelle quand je suis allé rencontrer Macron, quand je rencontre des politiques ou quand je les vois discuter, on leur parle à un endroit qui est un endroit d'intérêt général, en disant « Regardez, la banquise est en train de fondre, le climat est en train de se réchauffer, une partie de cette planète pourrait devenir inhabitable. » Et eux, ils répondent à partir d'un autre endroit qui est un endroit de stratégie politique. En disant « Ouais, mais ça serait dans votre intérêt, puis ça serait dans mon intérêt. » Et dit, mais on n'est pas en train de parler de votre intérêt ou de mon intérêt, on est en train de parler du devenir de cette planète. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui pénétrait pas. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que très souvent ça m'amuse, enfin ça m'amuse moyennement, mais quand des gens, par exemple dans des projections que je peux faire, des films que j'ai réalisés, il y a des gens qui me disent est-ce que vous l'avez montré au président de la République, est-ce que vous l'avez montré aux députés? Et j'ai envie de leur dire mais ça ne changerait rien. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne savent pas, ils le savent. Le problème, c'est qu'ils sont dans une forme de cynisme tel et dans une forme de court-termisme et de stratégie politique à outrance qui fait qu'ils ne réfléchissent plus comme vous et moi, définitivement. Là, pour encore parler de ce qui se passe en dehors de ce cinéma, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la conversation se situe à des endroits très différents entre des personnes qui disent on souffre, on fait des métiers terribles, on ne peut pas travailler 2 ans de plus, et de la stratégie politique, qui est purement de la stratégie. Donc, il y a quelque chose du rapport de force qui se passe dans cet hélicoptère, qui est de l'ordre du rapport de force qu'on a besoin d'engager de façon plus vaste dans la société. Et c'est très intéressant de le mettre en scène, justement pour comprendre quels sont les ressorts qui se jouent et pour ne pas verser dans une forme de naïveté qui nous ferait agir au mauvais endroit. Oui, on a opposé fin du monde et fin du mois aujourd'hui. Votre présence à tous nous rassure et nous rappelle qu'on n'est pas obligé d'opposer aussi la question de la réforme des retraites avec la grande problématique du réchauffement climatique, que ces 2 questions-là ne s'opposent pas et qu'on peut y réfléchir en même temps en un jour de forte mobilisation aussi sur cette réforme. On sent quand même un peu en vous la déception aussi de tout ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne. C'est-à-dire qu'on met en place des outils démocratiques, on met en place du débat. Il y a des recherches, une quête de consensus, pas simplement au niveau étatique ou extra-étatique, mais aussi tout simplement au niveau des peuples, et ça n'aboutit pas, ou en tout cas ça ne se concrétise pas. C'est pas que je suis déçu, c'est que ça me rend triste, à vrai dire. Je savais, en commençant à discuter avec Emmanuel Macron, qu'il y avait 95% de chances qu'on n'aille pas au bout du processus qu'on lui proposait. Et d'une certaine manière, c'était déjà assez extraordinaire qu'on arrive à faire la Convention citoyenne, qu'on arrive à tirer des gens au sort, à faire une petite France en miniature, à les faire travailler, à les faire produire des propositions. C'était extraordinaire de voir que ces propositions étaient d'une certaine manière plus abouties que ce que tous les gouvernements ont proposé depuis 30 ans. Tout ça, c'était génial.
Donc je ne regrette pas du tout. En revanche, le moment où on se retrouve confronté à nouveau au cynisme politique, à nouveau au lobby, enfin, à des intérêts privés qui pèsent de tout leur poids pour empêcher des mesures d'être prises, et de voir que ça, c'est encore une fois plus puissant que la volonté populaire, j'ai beau le savoir, ça me fout le bourdon, vraiment. Et là c'est un peu pareil. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu Emmanuel Macron parler à 13h hier, ça leur a foutu le bourdon. Enfin, moi, ça m'a foutu le bourdon. Oui, parfois ça les met en colère aussi. Oui. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans cet extrait qu'on vient de voir et dans cette série, c'est ce sentiment, au fond, que les puissants n'ont jamais cessé de se partager la terre, de se partager une terre qui ne leur appartient pas, qui ne nous appartient pas. Et cet extrait le raconte assez bien. Et on le voit autour de cet enjeu de l'or noir, du pétrole aussi. On comprend la nécessité, le besoin qu'a la Russie d'avoir son pétrole pour faire tourner son économie. D'ailleurs, on en a besoin aussi de son pétrole. Et ça rend tout le monde dingue. Mais là encore, cette actualité de la guerre en Ukraine, elle nous rappelle cette question peut-être essentielle que vous avez évoquée. On peut s'arrêter un peu dessus, de l'autonomie. Ce que montre la série, ce que montre l'actualité. Ce sentiment aussi que parfois, on est vraiment dépendant d'autres puissances, d'autres pays, et que c'est à ce moment-là que tout devient négociable, même ce qui au fond, devrait relever du non négociable. Mais c'est une question passionnante, l'autonomie. Pour avoir pas mal travaillé avec Pierre Rabhi, il en parlait constamment, du fait que l'autonomie était une façon de construire sa liberté. Regardez ce qui est en train de se produire, là encore, parlons 2 secondes des retraites, parce que c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que tout le monde a un pistolet sur la tempe ? C'est que d'une certaine manière, dans le monde tel qu'il est organisé, il faut aller travailler pour gagner un salaire, pour payer son loyer. Il y a une forme de chantage à ça. À partir du moment où quelqu'un vous a embauché et vous paye pour faire un travail, il a un ascendant sur vous. Et vous ne pouvez plus décider de façon arbitraire de suivre uniquement vos aspirations ou vos convictions. Parce que d'une certaine manière, il vous tient. Il vous tient par le fait que votre survie dépend de lui. Entre des pays, c'est la même chose. À partir du moment où on dépend de façon exagérée ou d'institutions ou d'autres pays pour notre alimentation, pour notre énergie, pour notre approvisionnement en eau, ce qui commence à être le cas d'un certain nombre de pays qui n'ont plus d'eau. Je pense à la Tunisie qui est obligée de faire venir de l'eau de France notamment, parce qu'il n'y en a plus. Vous vous mettez dans une forme de servitude qui ne peut pas aller avec une sorte de démocratie. Donc, trouver les moyens de construire sa propre autonomie, personnellement, c'est-à-dire de dépendre le moins possible. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, par exemple. En France, plus de 80% des denrées qui sont produites, donc de la nourriture, passent par les fourches codines de 5 grandes centrales d'achat, qui sont des grands supermarchés. Et ensuite sont dispatchées à l'immense majorité des consommateurs. Ce qui veut dire que ces 5 centrales d'achat ont un pouvoir considérable sur l'ensemble des producteurs pour leur imposer des prix et des conditions de production, et sur les consommateurs pour leur imposer aussi une forme de cahier des charges, même si les consommateurs essayent parfois de renverser ce pouvoir en faisant des choix, en s'associant, en boycottant. Bon. Mais quand même, il y a une dépendance tellement extrême de ces acteurs-là qu'ils ont la possibilité d'orienter de façon démesurée les choses. Aujourd'hui, les grands tenants des réseaux sociaux, le patron de Meta, le patron de Twitter, ont un pouvoir considérable pour orienter la conversation mondiale, parfois même pour influencer nos comportements, voire même nos votes, en étant régulés par personne, par aucun instrument démocratique. Donc, pour moi, c'est vraiment une grille de lecture du monde, c'est-à-dire tout ce qui favorise l'autonomie, d'une certaine manière, favorise la liberté et va aider la démocratie. Tout ce qui favorise la concentration de pouvoir et de richesse dans très peu de mains a tendance à favoriser des systèmes de domination et des systèmes d'oppression. Vous avez évoqué la question de l'eau. Il y a justement, là encore, dans les dernières 48 heures, un rapport, une alerte des Nations Unies qui a été lancée sur le manque d'eau, sur une crise mondiale de l'eau douce qui est imminente. Alors on va peut-être se tourner vers une série qui
qui est une autre forme de grand bleu, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces fonds sous-marins, assez angoissantes et assez inquiétantes. Là, on retrouve la veine plutôt catastrophiste. Et ça s'appelle Abyss en français, mais elle s'appelle The Swarm en anglais et Der Schwarm en allemand. C'est une série donc plutôt SF. Ils ont imaginé le pire dans cette série, et vous allez voir, c'est l'idée d'une nature qui se rebelle, d'une nature qui attaque ou qui contre-attaque un peu partout dans le monde. Il y a aux quatre coins, c'est ça, du monde, il y a des phénomènes particuliers, mystérieux, un peu angoissants sont repérés sous l'eau. Et puis tout à coup, on sent que le danger est plus qu'imminent et que ça va réellement basculer. Je vous propose de regarder la bande-annonce. They say we know more about space than the oceans. The idea of not being alone is strangely comforting. Ice worms. There is known species that can cover an area this big in just a few days. You think they're bite marks? What's gonna bite an orca? Came in this morning. High fever, acute diarrhea. Hold him down! I don't know how fast it's spreading. We need to get them away from the coast. Hey, did you see that? What the hell is that? We found an organic substance in the muscles and the brainstem of a whale. The sooner we get back out there, the sooner we'll know the extent of the problem. Which is why I would like to fund a new venture. Well, hello! Looks like we got our first visitor! There have been other people infected. None of them survived. You in Europe, me in Canada. Somehow we're speaking about the same thing. The bacteria has infiltrated every source of water. Does he have any idea what it is? None. Whoever's behind it is learning. Learning. Some sort of intelligent life force. Or an army, marching to its orders. What was that? We need to get everyone we can off the ship. People die, Jack. Real people die. What I would say to any invading force, I'd ask them to stop. C'est quand même du beau spectacle, hein. On le voit aussi. Là, c'est il y a de la promesse de grands spectacle moyens, dans cette série. Et c'est agréable de les voir sur grand écran, ces extraits. Alors, on peut s'adresser autant aux réalisateurs de demain que d'après-demain que d'Animal pour cette série, parce que ça y est, la faune et un peu la flore aussi interviennent dans une série, dans le récit qui en est fait par les scénaristes. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire? Après, pour moi, j'ai l'impression que ça nous pose surtout la question de notre relation avec les autres formes du vivant, hein, en réalité. C'est-à-dire d'arrêter de considérer ce que cette série ou cet extrait, cette bande-annonce sous-entend encore, le eux et nous. Finalement, on est tous dans le même bateau, on habite tous la même terre. Ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a un côté un peu biblique, quoi, dans la façon de construire la dramaturgie. C'est la nature se retourne contre nous, va nous punir. Donc bon, ça c'est un mécanisme dramatique, on va dire. Ça m'inspire aussi le fait que on joue quand même tout le temps sur ces ressorts de catastrophe. Bon, mais on y reviendra. Ça me raconte quelque chose de effectivement de notre relation au vivant, c'est-à-dire que le récit fondamental qu'on a certainement besoin de réinterroger dans nos civilisations, c'est celui-là, c'est qu'on est séparé de la nature. Ce récit qui a été
à la fois développé dans la Bible, qui a été extraordinairement renforcé par les Lumières, et qui nous a conduit, nous, occidentaux, à avoir un mot pour ça. Quand on dit la nature, c'est ce qui désigne tout ce qui n'est pas les êtres humains. C'est ce que Philippe Descola, dans son fameux livre Nature et culture, a remis en question en allant vivre avec des peuplades, notamment les Achuars en Amazonie, qui, il s'en est rendu compte, n'avaient pas de mots pour désigner la nature, parce que pour eux, il y a une forme de continuité entre le monde humain et le monde non humain. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tissage du vivant qui est interdépendant, qui interagit, où on est tous, dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si les écosystèmes n'existent pas, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on ne peut pas respirer. Et ce que nous raconte cette série en creux, c'est qu'à force de saccager ces écosystèmes, puisque si j'ai bien compris, on m'a raconté un peu, il semble que c'est à cause de la pollution qu'il y a une sorte d'animal un peu étrange qui se développe dans le fond des océans, qui développe une bactérie qui infecte d'autres animaux, qui commence à devenir fous et à attaquer les humains et à se retourner contre eux. Donc c'est évidemment une allégorie du fait que, à force de saccager les écosystèmes qui nous font vivre, ils pourraient nous faire mourir. Et c'est une réalité qu'on a vraiment tendance à oublier parce qu'on vit dans un environnement qui est extraordinairement hors sol. On n'est plus du tout en relation avec la nourriture qui pousse et la façon dont elle pousse et ce que ça nécessite et pourquoi, parce qu'il y a des pollinisateurs, parce qu'il y a des vers de terre dans le sol, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a un climat stable, parce qu'il y a de l'eau. On finit par être des chasseurs-cueilleurs de supermarché, quoi. C'est-à-dire qu'on va dans les rayons et puis... Mais ça nous dit rien de notre dépendance aux écosystèmes et ça nous dit rien de du fait que nous sommes des vivants parmi les vivants avant tout. Et que si on ne prend pas soin de ça, ça va mal se terminer. Peut-être pas comme ça, mais... Avec un destin commun. Mais c'est marrant parce qu'il y a même un appel qui est lancé à cette force sous-marine, quelle qu'elle soit, pour essayer de communiquer avec elle et de négocier avec elle. Ça rappelle un peu Alien, en fait. On avait les extraterrestres avant, et maintenant on va avoir ces forces sous-marines qui sont quand même toujours considérées comme étant nos ennemis, et donc là encore, c'est un retournement de vulnérabilité. Oui, mais c'est là aussi où c'est intéressant. C'est une rhétorique encore un peu guerrière. On va devoir se battre. Alors que fondamentalement, on a besoin de se réconcilier. On a besoin de comprendre comment ça marche. Alors je ne sais pas si peut-être c'est ce qui se produit dans la série, puisqu'on ne l'a pas vu encore. Mais on a infiniment besoin de diplomates. C'est ce que dit Baptiste Morisot dans son livre du même nom. C'est-à-dire de gens qui sont capables de comprendre comment les autres formes de vie interagissent avec nous et comment elles vivent, pour pouvoir créer des relations d'un autre ordre, qui sont ni des relations de combat, ni des relations de domination, ni des relations de saccage. Vous pouvez nous dire un mot d'une série qui s'appelle Extrapolation, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Cyril Dion, oui, il en a vu au moins les 2 premiers épisodes. C'est une nouvelle série américaine qui est disponible sur Apple TV depuis vendredi dernier, depuis le lancement en fait, du festival Sérimania. Série d'anthologie, comme on dit, qui relate, qui raconte les impacts sociaux, individuels, moraux aussi, éthiques du changement climatique. Catastrophe encore ? Ouais, il y en a qui l'ont vu ou pas ? Personne n'a vu. Donc oui, c'est sur Apple. Ça se passe en 2000. Le premier épisode, en tout cas, se passe en 2037. Ils essayent de figurer ce qui se produirait. C'est assez bien fait. C'est-à-dire que quand on regarde les prédictions des scientifiques, notamment du GIEC, c'est relativement bien transcrit. Et donc à ce titre-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait peur. C'est-à-dire qu'on matérialise des chiffres ou des projections à travers des trajectoires d'êtres humains. Et donc ça, je pense que c'est très utile. À côté de ça, c'est très mal écrit, très caricatural. Les personnages sont vraiment nuls. Marion Cotillard, qui joue dedans, m'a envoyé un texto en me disant « C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est de la merde. Je ne ferai pas la promotion de cette série. » Donc... c'est dispensable. Enfin, vous pouvez regarder le premier épisode pour vous donner une idée de ce qui pourrait se passer en 2037. Vous pouvez bien flipper et puis après, vous pouvez regarder un autre truc. Vous pouvez regarder Severance sur Apple, qui est plutôt hyper cool, de Ben Stiller. Et ce que ça nous raconte encore, c'est qu'on est incapable de sortir de cet imaginaire catastrophiste. Et moi, le problème que ça me pose, c'est qu'il y a une sorte de grand débat quand on fait ce type de film ou de série,
avec un argument qui est de dire on montre la catastrophe pour ne pas que ça se produise, pour nous faire peur et se dire c'est affreux, donc il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse tout pour ne pas en arriver là. Mais si on se contente de faire ça, et qu'à aucun moment on trace des chemins qui nous permettent de nous dire une fois qu'on est confronté à ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, ou qu'on trace des chemins en amont pour se dire, on pourrait imaginer ce type, d'ailleurs ça a été fait, The Age of Stupid, c'était ça, c'est quelqu'un qui voit, qui est en 2050 et qui se souvient et qui peut revenir dans le passé et donc changer d'une certaine façon la trajectoire. Si on ne propose pas ça, non seulement ça a un côté sidérant, c'est-à-dire qu'on se sent écrasé par l'ampleur de la catastrophe et par le déluge de calamités qui s'abattent sur nous. Et puis, je trouve que ça finit par être une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à l'idée que le futur, ça va être ça, et que ça ne pourrait être rien d'autre. Et la question qui m'obsède depuis longtemps, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour emmener les gens, pour construire une société différente, si on n'est pas capable de l'imaginer d'abord ? Si à aucun moment les raconteurs d'histoire font l'effort de mettre en scène un monde soutenable et de mettre en scène des trajectoires qui nous permettent d'y parvenir. C'est un peu la question qu'on peut se poser sur le fait d'être allé sur la Lune. Est-ce qu'on serait allé sur la Lune si Jules Verne n'avait pas commencé à l'imaginer, et puis ensuite les frères Méliès, et puis Fritz Lang n'avaient pas fait des films, et puis Hergé une BD. Tout ça a quand même nourri une forme d'imaginaire qui ensuite s'est incarné dans une coopération entre des hommes pour y parvenir. Et là, c'est comme si le futur était bouché. C'est comme s'il n'y avait pas d'horizon. Alors, il y a une série norvégienne qui a imaginé un scénario possible, un possible scénario d'avenir. Cette série, elle s'appelle The Fortress, et c'est encore une série d'anticipation. Elle est en compétition internationale à Sérimania cette année. Et vous allez voir dans cette série qu'on y mêle, on y lie toutes les crises, ce qui est le cas probablement aussi dans nos vies. On est dans un futur proche. Et la Norvège a eu l'idée de construire un mur pour être aussi autosuffisante. Là, c'est l'autonomie appliquée à son maximum. Mais résultat, donc au début, tout le monde est heureux. On vit dans un espèce d'Eldorado, un paradis, et tout le monde a envie d'essayer d'y entrer. Mais en réalité, ce mur, comme on le sait au Mexique ou ailleurs, c'est aussi l'idée de se protéger de tous ceux qui pourraient venir de l'extérieur. Donc je ne vous en dis pas plus, on va assister à une scène où des réfugiés tentent de pénétrer ce nouvel Eldorado. Dans cet extrait, c'est une famille qui essaye d'obtenir le précieux sésame pour entrer, vivre en Norvège. Every day, can you imagine? It's paradise. Every morning is a new beginning. What's this? Open it. What's that? You did it?
Going to Norway. Oh my. Oh my god, oh my god. Oh, we're going to paradise. Get that. You are amazing. This is. You're amazing. Gonna get a house Mummy's amazing. with lots of trees, the golden trees. Bon, alors tout le monde n'a pas sa place au paradis, mais ça c'est partout pareil. Mais l'idée de créer comme ça des paradis un peu partout sur Terre, Ouais, quelle bonne idée. ça vous donne envie? Non, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est encore une fois l'imaginaire du survivalisme. De se dire qu'on va pouvoir construire une espèce de petit endroit où tout sera bien, on aura à manger, où on aura à boire, où les gens qui se disent face à l'effondrement écologique, je vais faire une sorte de petit éco-hameau avec mes amis, puis on aura des potagers. Si c'est la merde partout ailleurs, ça peut pas tenir. Donc ce que la série semble nous raconter, en tout cas, c'est que c'est un problème qu'on a besoin d'adresser à l'échelle globale et de trouver des solutions collectives pour que ça marche à peu près pour tout le monde, parce que sinon, il y a des gens qui vont débarquer chez vous. C'est pour ça que les survivalistes ont des flingues. Là, pour une série qu'on a fait, on a fait une série avec Thierry Robert de 3 épisodes qui s'appelle Un monde nouveau pour Arte. On a été interviewé un garçon qui s'appelle John Ramey, qui est un ancien conseiller de Barack Obama, qui est aussi un multimillionnaire de la Silicon Valley, qui a fait fortune avec une première entreprise et qui aujourd'hui a créé une nouvelle entreprise qui s'appelle The Preppers, qui est un forum survivaliste. Donc c'est là que vous allez trouver les mecs testent, ça c'est la meilleure gourde, ça c'est le meilleur flingue, ça c'est la meilleure lampe de poche, ça c'est le super filtre pour ton eau, ça c'est la meilleure nourriture déshydratée. Et donc on a été le filmer dans le Colorado, dans un endroit où donc il a de la nourriture pour 25 ans. Donc il a des espèces d'énormes boîtes de conserve comme ça avec de la nourriture déshydratée. Donc il a des carottes, des brocolis, des pommes de terre. Il a un garage rempli de flingues. Il a, j'imagine, du PQ pour 40 ans. Et le type nous dit, moi, j'ai plusieurs portes de sortie, c'est-à-dire que je me réfugie là, mais un jour, peut-être qu'ils vont me trouver, comme là, ils vont essayer de rentrer. Donc, déjà, j'ai mes fusils, et s'il faut que je m'enfuis, donc il a un camion, avec une tente sur le camion. Et c'est très drôle parce que, en fait, là, il monte dedans, et la tente se rehausse un peu au sommet de cette espèce d'énorme camion avec des très grosses roues, et on lui disait, mais pourquoi est-ce que la tente va si haut? Il disait, c'est pour pas se faire bouffer par des ours. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et donc il prend son camion, il a évidemment des réserves d'essence considérables, il fait 100 km, et là il y a un deuxième Gugus comme lui, ultra riche, qui a un autre bunker dans lequel il peut se réfugier. Si les pauvres essayent de rentrer dans ce deuxième bunker, ils font 100 km sur la même ligne, il y a un troisième Gugus avec un autre bunker où ils peuvent se réfugier. Et donc il y a un moment, on se dit, mais ça va s'arrêter où? Pourquoi ne pas plutôt réfléchir à un système où tout le monde va à peu près s'en sortir, où on va partager le peu de ressources qu'il y a, plutôt que de continuer à entretenir des imaginaires où des gens vont partir, et malheureusement, a priori c'est le cas, hein. Lui nous disait, il y a au moins 50% des patrons de la Silicon Valley qui se préparent aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des lieux de repli, au cas où la situation tourne mal. Donc, perpétuer cet imaginaire de « je vais sauver ma peau d'abord ». Ce qui est compréhensible, hein. Je peux entendre que ça soit une forme d'instinct. Mais c'est exactement le contraire, c'est-à-dire des récits qui vont à l'inverse, qu'on a besoin de pré-scénariser, comme on le disait tout à l'heure avec Damasio, c'est-à-dire des récits de coopération qui permettent, dans des situations comme celle-là, de répartir la charge et de s'en sortir ensemble. Mais il y a moins de séries dans cette tonalité-là. On y arrive quand même avec 2 autres séries qui ouvrent un peu le champ des possibles. Juste pour terminer sur The Fortress, sur cette série-là, le problème aussi, c'est que le paradis peut très rapidement virer à l'enfer et il va y avoir une épidémie qui va se déclencher. Et en fait, tous ceux qui ont réussi à obtenir le fameux pass pour vivre dans ce paradis vont se retrouver pris dans leur propre piège, pris au piège de cette forteresse. Et ça, le Moyen-Âge nous l'a bien appris aussi, ces constructions en vase clos, donc c'était peut-être pas effectivement la meilleure solution. C'est une série allemande dont on va vous montrer quelques images maintenant. Elle s'appelle Teen Line. Elle a été présentée dans la section Panorama International en avant-première, ici, à Lille.
Et là, on va suivre le parcours de deux sœurs qui sont des cyberactivistes et qui montent une plateforme citoyenne anonyme, les Climate Links, pour essayer de dénoncer les crimes environnementaux. Alors, il y en a une qui prône plutôt la désobéissance civile, l'information, et puis l'autre qui va se radicaliser au fil de la série et va rejoindre un groupe militant extrêmement radical. On peut parler de terrorisme, en tout cas c'est ce qui est fait dans la série, d'une sorte de terrorisme écologiste. Ça pose la question de la manière, ça pose la question des moyens. Et il faut peut-être ajouter un troisième personnage dans cette série, parce qu'on va le voir dans l'extrait, c'est la mère. La mère, elle a choisi un autre mode de vie, peut-être pas survivaliste, en tout cas elle a décidé de quitter la ville pour vivre frugalement dans une petite bicoque dans la forêt. Et là encore, elles ne sont pas d'accord sur ces trois choix de vie et elles en discutent. Extrait tout de suite de A Teen Line. Penny. Hallo, Mom. Hallo, Uli. Oh. Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Ich wusste ja nicht, dass ihr kommt. Ich würde die andere Flamme nehmen. Die ist besser. Nimm die andere Flamme. Könnt ihr nicht mal anrufen vorher? Ich soll eh nicht ran. Dann weiß ich wenigstens, dass ihr angerufen habt. Mama, hast du mitbekommen, was passiert? Die wollen den Wald platt machen. Schrecklich ist es. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und? Und was? Was machst du jetzt dagegen? Hier bleiben. Ich werde mich jetzt bestimmt nicht mehr an irgendwelche Bäume ketten. Ich glaube, das wäre auch bescheuert. Das bringt eh nichts. Lieber hier verkriechen und hoffen, dass es von alleine weggeht, oder? Wenn alle so leben würden wie ich, hätten wir kein Problem. Wir sind 8 Milliarden Menschen, Uli. Glaubst du es im Ernst? Das ist doch wirklich nicht meine Schuld. Ist eh nichts deine Schuld. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Du kommst mit dem Auto aus der Stadt angefahren und glaubst, du musst mir hier die Welt erklären. Ja, tolle Art zu kommunizieren, Anna. Même combat pour cette famille, en tout cas même cause qu'elle partage, mais trois manières totalement différentes de l'incarner, de la vivre et de résister aussi. Vous j'arriverai pas, situeriez où? Tu te situerais où, Cyril? Ben, je sais pas, justement. C'est aussi un peu un des principes de la série qu'on est en train de développer. Et moi, c'est la question que je me pose tout le temps. C'est un peu comme quand on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on se demande ce qu'on aurait fait. Est-ce qu'on aurait caché des Juifs? Est-ce qu'on aurait été résistant à faire sauter des lignes de train? Est-ce qu'on se serait planqué dans un coin en attendant que ça cesse? Est-ce que certains auraient été tentés de coopérer pour des bonnes ou des mauvaises raisons parce que je sais pas, leur vie était en danger, ils avaient trop peur, ou la vie de leurs proches, ou que sais-je? Et c'est très difficile de le savoir. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, le sous-titre de la série qu'on est en train de faire, c'est Le jour de la révolution, de quel côté serez-vous? C'est que tant qu'on n'est pas confronté à la situation et à sa violence et qu'on n'est pas acculé, on n'est pas toujours conscient de ce qui est en nous. L'intérêt de la fiction, c'est de pouvoir explorer ces différents points de vue et de les explorer de l'intérieur, et donc de pouvoir se sonder nous-mêmes. Aujourd'hui, on voit bien que on a besoin de rentrer en résistance. Si on considère que ce que nous disent les scientifiques est vrai, c'est-à-dire que le climat se réchauffe au point qu'une partie de cette planète pourrait devenir inhabitable, que les espèces disparaissent tellement vite qu'on pourrait arriver à une forme de 6e extinction de masse, il faut faire quelque chose. C'est encore une fois la vie sur cette planète et les conditions de vie sur cette planète qui sont
qui sont en jeu. Mais quoi ? Et c'est intéressant, la position de la mère, quand même, qui n'arrive même pas à vivre sa sobriété de manière heureuse. C'est-à-dire qu'elle a fait ses choix, mais finalement, même ses propres filles lui reprochent d'être trop égoïste dans ses choix, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe pour les autres. Oui, et elle a un comportement vertueux, elle a pourtant... Mais elle leur reproche de lui faire la leçon alors que elles n'ont même pas le courage. C'est-à-dire que je pense qu'elle, dans son point de vue, elle se dit le véritable courage, c'est de se passer de tout ça. C'est de se passer de la société de consommation, c'est de vivre très sobrement, c'est de ne pas avoir de voiture. Moi, je fais tout ça. Donc, elle se sent dans une forme de légitimité. Et elle dit, vous êtes venu en bagnole et vous avez un mode de vie qui est beaucoup moins vertueux que le mien, et vous venez me donner des leçons parce que vous allez vous attacher à un arbre. Et c'est toute la tension entre, que moi j'avais très souvent avec Pierre Rabhi, justement, qui disait, pour changer la société, il faut se changer soi-même. Sans doute. Et pour autant, on voit bien qu'il y a des moments où il faut influer sur les structures de la société. Et que quand les structures de la société changent, ça nous fait changer. Le jour où on a interdit, par exemple, la peine de mort, il y avait il y avait une majorité des Français qui étaient contre. Et si on reprend la société 10 ans après, l'opinion et la conscience du problème a changé. Même chose sur quand on a interdit aux gens de fumer dans les cafés ou dans les trains ou dans les avions ou dans les restaurants. Ils n'étaient pas très très contents. Et pourtant, 10 ou 20 ans plus tard, il n'y a pas grand monde qui voudrait revenir en arrière. Déjà à l'époque, les fumeurs prenaient des billets dans les wagons non-fumeurs et allaient fumer leur clope dans le wagon d'à côté. Bon, donc c'est désagréable d'être dans un train où tout le monde fume en permanence. Donc cette tension entre il faut changer la structure ou il faut se changer soi, elle a toujours existé de tout temps. Je ne pense pas qu'il y a de réponse tranchée là non plus. Je pense qu'il faut faire les deux. Et le mettre en scène dans une série, c'est, à mon avis, très intelligent. Oui, puis c'est la question des formes d'activisme aujourd'hui, question que vous soulevez aussi dans cette série documentaire que vous avez faite pour Arte dernièrement. Un monde nouveau, question aussi que vous posez dans tous vos livres, et notamment dans votre petit manuel de résistance contemporaine, le dernier étant un appel à la résistance poétique. Et ben, on va terminer en poésie avec un dernier extrait, si vous le voulez bien, de cette série qui s'appelle Call Me Dead. Alors c'est une série plus légère, plus drôle, plus joyeuse. C'est une série danoise de 2022 qui se situe dans le temps présent, ici et maintenant, et qui a pour personnage un principal, un jeune homme d'une vingtaine d'années, Émile, qui va apprendre que son meilleur ami aime même sa mère. Et Émile, il a un peu le profil du gendre idéal. On va le voir dans cet extrait. Il roule à vélo, il mange bio, il fait tout bien. Il ramasse aussi les déchets dans l'eau. Ouais, il est super. Det samler også skrevet. Ja. Fedt. Sejt net. Tak. Jeg har det samme. Mit er bare gået i stykker, så jeg har det ikke lige med. Okay. Nå, men hyggeligt. Ja. God fangst så. Tak. Super. Hej. God tur. Il nous reste que quelques minutes. Alors, à partir de cette série, peut-être quelle est la question que vous posez ? Est-ce que tout ça, ça sert à quelque chose, peut-être ? Est-ce que je pose ça en dernière question ? Ou est-ce que cette série, en nous montrant des comportements vertueux, individuels, quelle est la question que vous auriez-vous envie de poser à Cyril Dion à partir de ce dernier extrait ? Il y a un micro qui peut se balader dans la salle. Si Juste pendant que vous réfléchissez, moi, ce que je trouve intéressant à commenter là-dessus, c'est que une façon de faire changer les représentations, c'est pas uniquement de raconter des histoires qui parlent du changement du monde. Ça peut être de raconter des histoires qui n'ont rien à voir, typiquement une histoire d'amour, et de l'inscrire dans un contexte où les gens agissent d'une certaine façon, où il n'y a plus de voitures, où les bâtiments sont végétalisés. C'est pas pour rien, par exemple, que les grandes entreprises font du placement de produits.
qu'ils dépensent des millions pour que James Bond ait le dernier iPhone, c'est que ça a un impact sur nos psychés. Donc de voir des personnages qui agissent d'une certaine façon et qui achètent certains trucs ou pas, ça peut en avoir un aussi, même si c'est pas le cœur de l'histoire. Mais là, on est sur du récit positif. Enfin, c'est ce que vous attendiez depuis 1 heure. C'est important aussi, non? Enfin, il avait l'air presque énervant, ce garçon. Non, il est charmant, il est vraiment super. On voit que la fille, d'ailleurs, elle est là genre... Ouais, salut, ok. Allez, lâche-moi maintenant. Qui a une question pour Cyril Dion? Oups, on a tout dit, c'est incroyable. Là-haut. Ah non, mince. Tout là-haut, avec le t-shirt rouge. Ah, madame, en fait, le monsieur est derrière vous avec le t-shirt rouge. Merci beaucoup. Mais partez pas, elle est peut-être bien, sa question. Bah ouais, c'est fini dans 5 minutes. Bonjour. Moi, la question, c'est plus est-ce que le meilleur moyen, c'est pas de changer la dynamique du terme écologie? Pardon. Le terme écologie, parce que je pense qu'il faut le déconstruire et ça permettrait aux gens de mieux comprendre. Là, j'ai regardé la série The Fortress et il parle de développement soutenable, mais derrière, on voit qu'il y a il y a une pensée très politique derrière, et aussi de Fortress, comme vous l'avez dit, sur... bon, je ne vais pas spoiler. Et... est-ce que le moyen, donc, c'est pas de changer le terme écologie pour que les gens en comprennent mieux qu'est-ce qu'il faut faire et comment mieux agir plus tard? De changer les mots. Écologie paraît trop... C'est pas trop connoté, trop politique, ouais. Politique aujourd'hui? Galvaudé? En tout cas, travailler sur la sémantique, c'est sûr. Je ne sais pas s'il faut changer le mot écologie, parce que d'une certaine manière, c'est le plus pertinent pour parler de ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire de rechercher une forme d'équilibre entre les différentes formes de vie sur cette planète. Mais travailler sur la sémantique, c'est sûr. Par exemple, moi, je n'utilise plus jamais le mot environnement. Parce que environnement, c'est ce qui nous environne. Donc déjà, on induit qu'il y a nous et une sorte de décor. Et donc, on crée cette frontière. J'utilise jamais le mot de développement durable parce que c'est un oxymore et que c'est une façon de dire on peut continuer à se développer comme on faisait avant, mais ça sera durable. Tout comme croissance verte. Croissance verte, ça veut dire ça aussi. Donc, trouver des mots qui essayent de définir de la façon la plus précise. J'en parlais avec Baptiste Morisot, donc, qui est un philosophe du vivant et qu'on avait filmé notamment dans Animal, qui disait même le mot biodiversité, c'est un problème. Parce que biodiversité, ça laisse supposer que c'est les humains qui font des listes et qui décident ce qui est important ou pas à conserver dans cette liste. C'est la raison pour laquelle, pareil, le mot nature est problématique pour ce qu'on disait. Au bout d'un moment, on n'a plus de mots. Nous, on était là en tournant Animal, on disait, on utilise quoi comme mot? Et donc, typiquement, Baptiste Morisot, sa tentative, c'est d'utiliser le mot de vivant. Il faut protéger le vivant, parce que le vivant, c'est nous et c'est le reste des espèces. Donc, il y a quelque chose d'inclusif dans ce terme-là. Donc oui, travailler sur la sémantique et à la fois déconstruire des termes qui portent en eux, qui sont des termes minés, c'est-à-dire qui portent en eux des concepts qui vont à l'encontre de ce qu'on voudrait construire, c'est très important, et en trouver d'autres et les adopter et potentiellement les répandre pour participer à créer d'autres imaginaires, oui, c'est sûr que c'est très important. Une dernière question, s'il vous plaît. Ah, la première a levé la main. Pardon. Alors, il arrive... deuxième rang. Ouais. Premier fauteuil. Exactement. Et pendant que je regardais l'heure, on apprend que Claude Lorius est décédé, le glaciologue. Oui, grand glaciologue. Triste. Celui Lanceur qui avait d'alerte aussi. des bulles dans son whisky. Bonjour, merci à tous les deux pour cette conférence. J'avais une question notamment à vous, Cyril Dion, qui avait dit pour Ina que maintenant, la représentation de la nature par les artistes, donc par les êtres humains, était plus importante que la nature elle-même. On l'a vu notamment avec les militants écologiques qui ont posé leurs mains et la sauce tomate sur le tableau de Van Gogh. Qu'est-ce que vous avez à répondre en excluant totalement la question du patrimoine et de l'artiste lui-même, mais uniquement sur ces actes militants? Ce que je disais, c'est que je trouve qu'ils ont fait une performance d'art contemporain vraiment formidable, parce que l'art contemporain, c'est une façon de nous interroger, de nous amener à réfléchir, à créer des conversations.
et que là, en l'occurrence, aller jeter de la sauce tomate sur une vitre, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas endommagé le tableau, a fait réagir de façon tellement violente qu'on a pu mesurer à quel point, dans nos civilisations, on sacralisait la représentation de la nature par des artistes, et particulièrement des artistes qui ont fait des tableaux qui valent 80 millions, plus que la nature elle-même. C'est-à-dire qu'on a plus parlé de ce jet de sauce tomate ou de ce jet de purée sur le Monet que des rapports du GIEC, avec des scientifiques qui nous disent on est en train de détruire les écosystèmes tellement, de façon tellement dramatique que des gens vont en mourir par milliers dans les années qui viennent. Donc ça, pour moi, c'est une grande réussite de cet acte militant-là. Et par ailleurs, je pense que il faut écouter de toute façon. Enfin, je veux dire, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui vont se coller les mains sur le bitume, qui vont arrêter la circulation, qui vont bloquer des pistes d'aéroport, c'est pas pour le plaisir, c'est pas tellement marrant de faire ça, c'est pas tellement marrant d'aller en garde à vue ensuite pendant je sais pas combien de temps, c'est pas tellement marrant d'aller être traduit en justice. Donc il y a un endroit de dialogue qui a besoin de se reconstruire pour dire mais est-ce qu'en fait, si ils en viennent à des extrémités pareilles, c'est pas que c'est très grave et qu'on s'en rend pas compte. Et spoiler alert, c'est très grave et on s'en rend pas compte. Merci beaucoup à vous, Cyril Dion, pour cette rencontre autour des séries dans le cadre du festival Sérimania. Et merci mille fois à vous d'être venu passer ce moment avec Cyril Dion. Merci Olivia. Merci.